Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Dans l'actualité de ce jeudi, Guy Marius Sagna risque 6 mois de prison ferme. Son procès s'est ouvert ce matin à Dakar et le procureur a requis 2 ans de prison avec une amende de 200 000 francs. Scandalisé, l'un de ses avocats va revenir sur ce réquisitoire en début de journal. Comme vous le savez, le Gamou de Tivaouane n'aura pas lieu pour la 2e année consécutive. Dans une déclaration officielle à la télévision ce jeudi, le khalife général des Tidianes demande aux fidèles de célébrer l'événement dans l'intimité et la sobriété. Le revers de la médaille, l'économie locale est sérieusement touchée par ce report. Le préfet de Guédiawaye accusé d'avoir brisé 30 ans de dur labeur. Les occupants de la bande des Filaourdes à Montefès ont été déguerpis et les lieux complètement rasés, suffisant pour soulever une contestation populaire. Le départ du préfet est vivement réclamé. Le procureur a requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme contre Guy Marius Sagna avec une amende de 200 000 francs CFA. Le délibéré est attendu ce 14 octobre et je rappelle que l'activiste Guy Marius Sagna est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le dossier là-dessus, l'un de ses avocats, Maître Khouraï Cheba, joint par la rédaction. Le procureur est dans son rôle. Bon, son rôle, c'est ça, c'est peut-être de camper l'accusation. Souvent, malheureusement, le parquet, les représentants du parquet oublient qu'ils doivent requérir à charge comme à décharge, mais malheureusement, c'est toujours à charge dans surtout ce genre de procédure. Bon, à notre avis, la représentante du parquet n'a pas réussi à camper le délit, à l'imputer à la personne de Guy Marius Sagna, et donc nous pensons très sincèrement, avec les arguments que nous avons développés en contrepartie, que le tribunal ne la suivra pas dans sa demande, ok? Bon, et c'est pourquoi nous n'avons même pas sollicité la relaxe, mais nous devons demander le renvoi de Guy Marius Sagna des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de délit dans la cause, parce que il n'y a pas de délit effectivement de diffusion de fausses nouvelles, quand la personne s'est contentée, non pas de donner des nouvelles, mais d'émettre une opinion, comme le lui permet la loi, la Constitution, ou effectivement, voilà. Bon, bref, il n'y a pas de délit. Et nous pensons que le tribunal, dans le silence de son délibéré, après avoir pesé les arguments pour et les arguments contre, nous rejoindra sur cette position. La seule sanction que mérite Guy Marius, en l'occurrence, c'est le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Parce que la relaxe elle-même nous frustrerait dans la mesure où ça voudra dire qu'on a pensé à un seul moment que le délit qui lui est imputé existe. Or, ce délit n'existe pas, sauf dans l'imagination du parquet. Après 30 ans d'occupation, les éleveurs et maraîchers de la bande des Filaos de Guédiawaye ont été déguerpis. Le préfet a ordonné la destruction des tentes et étals sous le regard impuissant des occupants. Opération suivie par Mamadou Lamine Fati et Maguette Mbaye. Des investissements qui partent en fumée, des regards perdus vers l'horizon, des cris de détresse. Une atmosphère insupportable. C'est le calvaire des maraîchers et éleveurs de Montefès qui ont vu leurs champs détruits par des bulldozers. Madame Dian, Safiatou Diallo, éleveur. L'origine de ce conflit, c'est un préfet qui vient, à qui ces autorités ont donné une certaine autorité sur nous. Nous, les simples citoyens, nous sommes des citoyens lambda. Nous, on ne nous considère pas parce que nous travaillons la terre, parce que nous sommes des éleveurs. Tout simplement. Et pourtant, nous avons occupé des autres fonctions. Nous avons été ici, on a formé des enfants. Il y a ici des magistrats, des professeurs, des enseignants, des instituteurs, des institutrices. Et pourtant, des démarches ont été entreprises par le collectif des maraîchers et éleveurs de Montefès auprès des autorités pour rentrer dans leurs droits, mais en vain. Nous avons fait appel au président de la République, au ministre de l'Intérieur, au gouverneur de Dakar et à notre maire, M. Aliou Sall. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous n'avons aucune réponse, donc il n'y a pas de considération. Aujourd'hui, avec indignation, les maraîchers et éleveurs demandent la destitution du préfet de Guédiawaye. Nous voulons
le départ du préfet. C'est ce que nous voulons. Puisque là, on ne peut pas vivre avec lui. Il n'a aucune considération. Nous voulons qu'il quitte Guédiawaye. C'est notre vœu le plus cher. Parce qu'il ne nous aime pas. Il ne fait rien pour le peuple de Guédiawaye, pour les habitants de Guédiawaye, pour tout ce qui touche Guédiawaye. Une affaire qui devait se régler à l'amiable se termine dans la cacophonie. Lâchés par tous dans cette affaire les opposent au préfet de Guédiawaye. Les maraîchers et éleveurs de Amontefes n'ont que leurs yeux pour pleurer. Guédiawaye, Mamadou Lamine Fati et Radio. Mamadou Lamine Fati, nous poursuivons avec l'environnement dans le delta du Saloum. L'initiative pêche côtière en Afrique de l'Ouest a porté ses fruits. Plusieurs hectares de mangroves ont été reboisés au fil des temps et les populations locales, visiblement très satisfaites, s'engagent à préserver cet écosystème. Pape Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall nous emmènent à travers ce reportage sur les sites de reboisement. Sur le site Maglor de 5 hectares, les populations de Mbam dans le département de Foundiougne se retrouvent pour poursuivre leur activité favorite. Sous la houlette des anciens, les jeunes de la commune fixent des plantules, reboiser les pieds dans la boue, une vraie passion pour eux, mais une découverte, voire un piège pour d'autres. Des jeunes, symboles de la synergie d'action du projet Initiative Pêche Côtière en Afrique de l'Ouest. Situation boobu métti woon na lool parce que da ngay ñëw géej da ngay mbaal doo am dara. Le poisson était presque introuvable dans la localité. On ne pêchait que de petites crevettes. Mais après avoir banni les mauvais filets de pêche et reboisé, nous avons obtenu des résultats probants. Nous sommes contents du projet et des partenaires. Une mission conjointe de terrain de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a permis de constater l'avancement du reboisement ou de la restauration de la mangrove. Comme je vous l'ai dit, en fait, le projet, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'approche écosystémique des pêches. Et dans ce sens-là, il faut vraiment allier environnement et pêche. Et quand vous venez dans la zone, vous voyez qu'en fait, la mangrove joue un rôle très, très important dans cet écosystème-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les îles du Saloum ont été choisies. Et ça nous permet aussi de pouvoir mettre en œuvre toutes ces directives-là et politiques internationales. Au-delà des populations ou de l'Agence régionale de développement de Fatick, la FAO collabore avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement à travers la Convention d'Abidjan pour sauvegarder ce trésor du delta du Saloum, le résultat d'un financement du Fonds pour l'environnement mondial. Il faut dire que l'objectif global pour le projet est de 700 hectares pour les 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cap-Vert. Mais comme il n'y a pas de mangrove au Cap-Vert, cette superficie a été répartie entre les 2 pays, que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, à hauteur de 350 hectares par pays sur 2 ans. Donc pour la campagne 2020, nous avons eu à travailler sur 175 hectares au niveau du Sénégal. Et pour cette campagne 2021, nous avons aussi un objectif de 175 hectares, ce qui ramène le total à 350 hectares pour le Sénégal, ce qui est fait. Pour la Côte d'Ivoire, on fait le même exercice qui ramène aussi à 350. Donc on fait le cumul, on a aux 700 hectares d'objectifs pour le projet. Reboiser, c'est bien, mais faire le suivi est encore mieux. Un message de la FAO et de ses partenaires que les populations de Mbam ont parfaitement intégré. Au final, elles expriment leur joie de vivre dans cet écosystème paradisiaque avec le retour du poisson, sans oublier leur bonheur de contempler le balai des oiseaux.
Merci beaucoup, Papi Brahmanjay, pour ce reportage dans les îles du Saloum. Bonne nouvelle pour les agents des collectivités territoriales audités et titulaires de diplômes. Ils peuvent maintenant intégrer la fonction publique, une décision qui fait suite à la révision du décret du 1er juin 2011 sur le statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale des collectivités territoriales. Le ministre de tutelle, Oumar Gueye, a justement rencontré aujourd'hui les concernés. Le compte rendu est signé Seynabou Babou et Pape Mafalfal. Les agents des collectivités territoriales ont désormais la possibilité d'intégrer la fonction publique locale. Une annonce du ministre des collectivités territoriales. Nous pouvons dire sans nous tromper que tous les décrets nécessaires à la mise en œuvre de la fonction publique locale sont pris. Et un décret extrêmement important qui est la révision donc, du décret 2011-662. Et dans la mise en œuvre maintenant, nous sommes vraiment dans une phase ascendante de mise en œuvre de la fonction publique locale, qui est effective actuellement dans les collectivités territoriales. Cette intégration est le résultat d'une longue lutte menée des intersyndicales des travailleurs. Donc c'est une révolution à notre niveau parce que c'était un combat que nous avions mené depuis des années pour que véritablement tous ceux qui sont intéressés par la fonction publique locale puissent quand même intégrer la fonction publique locale. Là vraiment c'est un acquis de taille et nous tenons vraiment à féliciter le ministre pour son engagement, mais aussi à remercier le président de la République pour cet acte de haute portée qui véritablement nous a aidé à nous enlever une épine des pieds. 12 parmi les 14 points de la feuille de route du Conseil supérieur de la fonction publique locale sont déjà réglés. Le président de l'Union des élus locaux s'en réjouit. Nous avons tenu une très bonne session du Conseil supérieur de la fonction publique. Nous sommes arrivés à des conclusions sur lesquelles nous sommes très satisfaits. Parce que nous avons fait le tour de la question, autour des 14 points qui ont été retenus sur la feuille de route, à l'arrivée, il y en a seulement 2 qui restent aujourd'hui à traiter. C'est la question de l'IPRES et du Fonds national de la retraite. Les agents des collectivités territoriales audités et titulaires de diplômes sont invités à faire parvenir leur dossier de demande d'intégration du 11 octobre au 30 novembre 2021. Le ministère de la Justice de la Jeunesse a octroyé un financement estimé à plus de 50 millions de nos francs aux associations de jeunesse. La Croix-Rouge a également reçu un budget de reconnaissance d'un montant de 100 millions de nos francs. La cérémonie de remise, c'était ce matin. Elle a été suivie et racontée ici par Abdourahmane Ly. Le montant pourrait être revu à la hausse à l'atteinte des résultats escomptés. 75 associations de jeunes ont bénéficié d'une subvention du ministère de la Jeunesse à hauteur de 650 000 francs CFA. Près de 50 millions pour les accompagner dans leurs activités socio-éducatives au service de l'intérêt général. C'est tout le sens de cette présente séance de remise de subventions ponctuelles prédestinées à des activités citoyennes spécifiques. Pour rester dans ce sillage de la dynamique d'équité territoriale, dans les politiques publiques tracées par le président de la République, aucune des 14 régions du pays n'a été laissée en rade. Je voudrais noter, pour m'en réjouir, que la plupart des associations retenues ont été choisies par le Conseil national de la jeunesse. Pour le développement de sa cité, l'association Anousoukoli Sunyukon de Guinguinéo répond présente. Ça nous permet de bien organiser nos différentes activités. Que ce soit des zones d'investissement humain, comme des CECEDA, au niveau des hôpitaux, des places publiques, des mosquées et des cimetières. Le financement n'est pas fait pour organiser des fins d'année, mais plutôt pour le développement de notre cité. Une cité qui a profité de l'investissement de la Croix-Rouge sénégalaise pour le développement. Le président Macky Sall, lors du dernier Conseil des ministres, a reconnu son appui pour la mise en œuvre des politiques de l'État dans plusieurs domaines. Après une subvention de 100 millions de francs CFA de la part du chef de l'État, la Croix-Rouge sénégalaise reçoit la reconnaissance du ministère de la Jeunesse.
pour service rendu. Pour la Croix-Rouge sénégalaise, nous avons 20 000 volontaires. Nous les mobilisons dans les activités de développement, dans les cadres de réhabilitation d'intérêt public. Mais quand nous les mobilisons, on ne les paye pas. Mais il n'y a pas de prix, mais il y a un coût. Le coût, c'est quand on mobilise les jeunes, il faut les nourrir, il faut les transporter, il les héberger. Et ce coût-là, c'est extrêmement difficile pour les mouvements de les soutenir. Et c'est la raison pour laquelle je demandais à ce que l'État, par le biais de notre ministère du Budget, nous appuie à résorber un peu ce déficit-là. Le rappeur Matador a représenté les cultures urbaines. Ces acteurs ont également reçu leur chèque inédit, selon le rappeur qui précise que plus de 200 projets seront ainsi subventionnés par l'État du Sénégal. Et à côté Abdourahmane, il y a d'autres jeunes qui se contentent de peu en raison justement du manque d'emploi et d'accompagnement. À défaut de décrocher le boulot de leur rêve, ils s'accrochent à des emplois d'occasion. Reportage Aïssa Toukan. Au rond-point Sam, Hadim Touré, 19 ans, brave le soleil mais entend bien rester dans l'ombre. Vous savez, entre élèves, il y a trop de moqueries et je ne veux pas en être victime. Le jeune Kaolakois est en vacances à Dakar. Il essaye de convaincre qu'il n'est pas complexé par ce travail à ses heures perdues. Je pouvais rester chez moi car mes parents peuvent gérer mes fournitures. Je ne regrette pas. Ce travail, c'est comme une école de la vie. Ces demoiselles sont des commerciales. Une d'entre elles, mariée, estime qu'à part la prostitution, tout travail est digne de respect. Le conseil que je donne aux jeunes filles, il ne faut sous-estimer aucun métier. Nous vivons une période difficile. Les parents ne peuvent pas tout gérer. Il faut travailler à la sueur de son front. Ce jeune vendeur de chaussures a retenu notre attention. Abdourahmane quitte Diamaguène, Sicap Mbao tout le matin. Son travail, il le fait malgré lui. C'est difficile d'avoir un certain niveau d'études et de ne pas trouver de travail. Je n'ai juste pas le choix, mais si je pouvais, j'irais travailler comme certains jeunes dans les entreprises avec un salaire décent. Il n'y a pas de saut métier. Le dicton semble faire écho de plus en plus auprès des jeunes Sénégalais. L'actualité ce jeudi, c'est aussi cette première. Le budget du Sénégal arrêté à 5 150 milliards de francs CFA pour l'exercice 2022. L'économiste et fiscaliste Mamadou Ngom pense que le montant est soutenable vu le contexte assez tendu de crise sanitaire et de crise économique. Son analyse dans l'émission Kenouas Kanui sur ITV animée par Elhadj Malick Cissé. C'est un budget très ambitieux, mais aussi soutenable. Vu en fait la progression du budget depuis 10 ans, on peut dire que si le doublement est effectif, il faut entendre que la croissance est à moins de 7%. Donc c'est fait de façon prudentielle. Donc là nous disons que c'est quand même soutenable. Concernant la répartition maintenant, il faut dire que le gouvernement a visé l'apaisement social parce qu'on a vu qu'une bonne part est affectée aux dépenses publiques, c'est-à-dire les bourses, etc. Alors que l'investissement qui devait être en priorité a été maîtrisé. Peut-être que c'est dû à la Covid que nous traversons, donc pour essayer de garantir une certaine cohésion sociale, c'est ce qui a poussé sans doute le gouvernement à procéder comme tel. On parle de budget programme, cela signifie quoi exactement? Alors, cela signifie tout simplement qu'on change d'orientation, donc on budgétise autrement. Nous avons maintenant des modèles de budget qui sont d'abord contrôlables, le contrôle s'effectue, la transparence et aussi en fait la réalisation, parce que c'est assis sur des programmes qui seront maintenant en fait divisés en missions. Il faut dire que on a même, ce que l'on regrette même, c'est qu'on l'a commencé tardivement au regard des autres pays. Annoncé en titre 2 ans de suite, le Gamou de Tivaouane n'aura pas lieu. Dans une déclaration officielle à la télévision, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a donné instruction aux fidèles de célébrer la nuit du prophète dans l'intimité familiale. Un message livré par Serigne Hamid Sy de la cellule de communication du Gamou. Écoutez.
Le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a réuni le lundi 4 octobre 2021 la famille de Hadji Malick Sy aux fins de la consulter sur l'opportunité ou non d'organiser le Gamou de Tivaouane cette année. Car le Maoulid précédé des séances de bourde et dont la dimension populaire fait qu'il rassemble sur une période d'une dizaine de jours des millions de personnes à Tivaouane sans aucune possibilité de respecter les mesures de distanciation physique recommandées par les médecins peut être une source de recrudescence du Covid-19 et annihiler tous les efforts faits par les autorités sanitaires pour venir à bout de cette pandémie à 1000 facettes. Devant une telle situation et devant l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre tout le dispositif organisationnel et sanitaire adéquat dans un laps de temps aussi court pour garantir à chaque fidèle la sécurité de sa personne et de ses proches, le Khalif général des Tidjanes a pris la responsabilité de ne pas célébrer le Gamou dans sa forme habituelle. Il n'interdit à personne de le célébrer selon ce que sa conscience lui dicte, mais il invite les fidèles qui ont choisi de faire de Tivaouane leur source d'inspiration à s'en tenir à l'esprit de cette commémoration dans leur intimité, par la prière, par la lecture du Saint-Coran, par les invocations, par le repentir et par le retour scrupuleux à Dieu. À noter que les conséquences économiques d'un nouveau report du Gamou de Tivaouane sont non négligeables. Ça a toujours été une période de forte croissance pour le commerce local, notamment. Isidore Alexandre Sen s'est rendu auprès de quelques commerçants. Son reportage. 2 ans d'affilée, Tivaouane ne célèbre pas la naissance du prophète Mohammed. Une décision avec ses contre-coups économiques incommensurables, plusieurs activités impactées dans la cité sainte. Gamou gi mom franchement manqué nanu lool wax deug yalla. Vraiment, nous sentons le vide du Gamou, mais nous devons nous soumettre aux directives des autorités religieuses. Parce qu'à cette période, on était déjà en train de préparer le Gamou et notre commerce marchait bien. Mais en ce moment, même si nous préparons l'ouverture des classes, les affaires marchaient mieux avec le Gamou. Mais instant yi tok ñi ngi ci préparation ouverture yi mais daan na gëna neex. La période d'avant Gamou était propice aux activités commerciales. Les acteurs avaient l'habitude de s'adonner à des dépenses faramineuses. Ça marchait totalement à la veille du Gamou. Ces 2 ans-là passés, ces années passées-là, avec la maladie et la décision du Khalif, on ne peut rien faire avec. On dépassait jusqu'à presque 7 millions et plus, quoi. Et on gagnait beaucoup même. Parce que avec nos activités, seul le Gamou nous donnait un tel rendement. À l'approche, nous avions des commandes qui valaient des millions et nous arrivions à écouler tout ce que nous recevions. Cette commerçante travaille dans le secteur de l'habillement. Elle dit préférer le Gamou à la Tabaski. À l'approche du Magal, nous avions des commandes qui valaient des millions et nous arrivions à écouler tout ce que nous recevions. Ici, nous sommes dans une terre sainte, mais cela ne nous empêchait pas de faire des affaires même avec le Gamou. Tout se vendait, les tissus, le wax, les brodés. Le Gamou était même plus rentable que la Tabaski, car on vendait durant le Gamou. Ces 2 années sans Gamou sont très difficiles pour nous. Le transport subit aussi la non-célébration du Gamou. Ce conducteur de Jakarta est nostalgique. Avec le Gamou, tout le monde arrivait à s'en sortir. 1000 francs par ici, 300 francs par là-bas. Des fois, on faisait de longues courses et ce qu'on gagnait nous permettait de faire un peu d'épargne. Situation similaire pour ce vieux, le Gamou lui rapportait beaucoup d'argent, dira-t-il.
C'est difficile pour moi et beaucoup de gens, car à cette période, nous étions en pleine besogne. Il y avait beaucoup de fosses à vidanger. Mais avec la pandémie, l'économie est au point mort. Au plan économique, Tivaouane vit les affres de la non-célébration de la nuit du prophète, une situation difficile mais compréhensible d'après les habitants de la cité de Maodo qui prient pour la fin de la pandémie à Covid-19. Et pour la première fois, la ministre des Affaires étrangères se prononce sur l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques. Aïssata Tall Sall promet de la transparence dans la gestion de ce dossier. Ses explications. Soyons ensemble et acceptons que c'est des hypothèses de trafic de passeports diplomatiques. Nous sommes d'accord. Voilà. Le reste, maintenant, je réponds. Cette affaire-là, je l'ai apprise comme tous les Sénégalais l'ont apprise. Et vous imaginez bien pourquoi. Moi, je suis un ministre de la République. Une République dans laquelle l'état de droit est une réalité. L'opinion passe son temps tous les jours à nous faire des leçons sur l'état de droit. Eh bien, la leçon par la preuve, c'est cette affaire. Alors, étant dans un état de droit, moi, ministre de la République, il y a 2 séparations du pouvoir et le secret de l'enquête qui m'empêche de me prononcer sur cette affaire. Donc cette affaire serait partie, et je mets le conditionnel, vous le mettrez aussi, serait partie de l'Assemblée nationale. Or, il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif, qui fait que moi, je ne peux pas me prononcer sur une affaire où c'est l'Assemblée nationale, plus ou moins. Deuxième séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Au Sénégal, un ministre de la République, quelle que puisse être sa puissance et même son omnipotence, ne peut pas aller dans un dossier judiciaire pour savoir ce qui s'y passe réellement. Si cette affaire se terminait d'une manière ou d'une autre, que les responsabilités soient situées, à partir de ce moment, tout le monde saura, l'opinion sera édifiée parce qu'on est dans cette affaire dans la transparence la plus absolue. Dans le reste de l'actualité, l'accès à l'eau est encore une utopie dans certaines localités du Sénégal. Poitiers, situé dans le département de Podor, n'a pas accès à l'eau potable et cela date de plusieurs décennies. Les populations exigent réparation. Abouba est leur porte-parole. Ñoo ngi ci commune Ndiayène Pendaw département Podor arrondissement Thily Boubacar dégg nga baax li ba fi ñuy wax poids Thily ak poids Wuro Siré ak poids Bélo. Nous sommes dans la commune de Ndiayène Pendao dans le département de Podor, le village de Poitiers et les 19 autres villages de la zone. C'est l'eau de la pluie que nous avions bu l'année dernière et c'est ce que nous buvons cette année encore. C'est vraiment honteux pour un Sénégal dit émergent. Nos femmes font 20 km pour trouver de l'eau. Et la conséquence, elles n'ont même plus de cheveux sur leur tête à cause des bidons qu'elles portent. Accéder à une eau potable est un droit pour nous, parce que nous sommes des citoyens comme tous. Ailleurs, ils sont en train d'installer des projets et des forages. Pourquoi pas ici? Les villages proches sont à une vingtaine ou à une quinzaine de kilomètres. On peut être raccordé à ces villages. Sans transition, quelques notes de sport dans cette édition. Plus que 48 heures avant le match contre la Namibie pour le compte de la 3e journée des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Rencontre prévue au stade La Dior de Thiès à 19h et cette fois, ce ne sera pas à huis clos. La CAF a finalement autorisé la présence de 2000 spectateurs et la Fédération sénégalaise de football a commencé ce jeudi à commercialiser des tickets pour les tribunes VIP et couverte. Match à suivre en direct sur iRadio. La Namibie arrive au Sénégal avec beaucoup d'ambition, pas de pression donc face à l'équipe sénégalaise puisque les Brave Warriors pensent être capables de battre les Lions du Sénégal. Et toujours en football, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Série A. 2 buts, une passe décisive, 3 matchs sur 4 ans. Pas de doute si Naples est l'actuel leader de la Série A. C'est en grande partie grâce au patron de la défense des Lions qui sera de la partie ce samedi au stade La Dior de Thiès, je le rappelle, où le Sénégal reçoit la Namibie.
Alors, Fenêtre d'Afrique, Mohamed Bevogui, ancien fonctionnaire international qui a servi à l'ONU, est nommé Premier ministre chef du gouvernement de la transition par le président Mamadi Doumbouya. Son profil et les attentes du peuple de Guinée, ici décrypté par Mamadou Mokhtar Souaré. Bonjour chers toutes et tous, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de ITV, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors il faut dire que oui, en effet, les lignes ont, disons, légèrement bougé en Guinée avec la nomination depuis hier soir, vous l'avez certainement su, de nouveau Premier ministre qui donc aura la lourde responsabilité de conduire cette transition. Il se nomme Mohamed Bevogui, son nom est souvent revenu cette fois et avant même cette période si cruciale et importante. Il faut dire que sous Dadis également, son nom était assez souvent revenu. Voilà, finalement, donc il est confirmé au poste de Premier ministre, un poste stratégique, on le sait, pour conduire la transition, mais surtout une nomination apparemment très bien accueillie par quasiment tous les acteurs donc de la vie sociopolitique en Guinée. Et pourquoi? Parce qu'en effet, c'est un cadre surtout de valeur avec une carrière exceptionnelle, pour ne pas dire remarquable. Il faut dire qu'il est passé par la FAO, il a servi aux Nations Unies, il a servi également donc le Fonds international de développement et de l'agriculture. Il a fait donc ses études entre autres en Russie et aux États-Unis. Donc c'est un cadre vraiment compétent, humble aussi, et surtout moralement irréprochable. Donc voilà un petit peu la personne donc qui aura la lourde responsabilité de conduire cette transition. Il a à peu près 68 ans, Mohamed Bevogui, et surtout il faut peut-être le rappeler ici, il est donc un parent proche de Diallo Telli. Vous vous souvenez donc ce cadre, le premier secrétaire général de l'OUA. Donc voilà un peu grosso modo ce qu'il y a lieu de dire. Aujourd'hui, il s'est prêté aux questions de la presse ce matin. Il sait que les missions qui l'attendent sont nombreuses, mais il promet justement avec bien sûr l'appui et en collaboration avec le CNRD du colonel Mamadi Doumbouya, de créer les conditions pour une bonne transition et puis de partir. Et ces conditions, vous savez, supposent une justice indépendante, un fichier électoral propre et exempt de tout reproche. En tout cas, il promet de tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une transition rapide et puis partir avec bien sûr à ses côtés le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD et toute l'armée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Bonne soirée à tous.